Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour l'ouverture d'un nouveau numéro de notre bimensuel dédié à l'industrie et au monde des crypto-monnaies. Et cette semaine, vous n'êtes pas sans savoir que la SEC, le gendarme boursier américain, a poursuivi Binance, la plus grande plateforme d'échange au monde, et Coinbase, la plus grande plateforme d'échange américaine. Après avoir tenté de réguler l'industrie crypto, Gary Gensler, le patron de la SEC, a peut-être compris qu'il fallait s'attaquer aux acteurs et non au système. Quels sont donc les enjeux de ce déluge d'actions coercitives? Et en outre, alors que le secteur est dans l'œil du cyclone de la SEC, la lancée de ChatGPT a fait exploser l'intérêt des investisseurs et du grand public pour l'intelligence artificielle. Certains observateurs parlent désormais même de bulle de l'IA, et dans une étude, Coinbase note que moins de 1% des projets crypto sont très impliqués dans l'intelligence artificielle. Dès lors, la tendance peut-elle s'inverser ou bien ce rapprochement est-il totalement voué à l'échec? Et bien pour répondre à ces questions, je suis comme tous les 15 jours accompagné par Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous ce matin, d'avoir d'accepter régulièrement nos invitations. Vous êtes professeur associé à Noma Business School et spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de crypto-monnaie. Et en face de vous, j'ai le plaisir de retrouver sur notre plateau Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation Stanislas. Vous êtes manager crypto et Web3 chez KPMG. Et on va commencer donc ce flash crypto par une question d'actualité. Binance et Coinbase assignés en justice. Nathalie, qu'est-ce qui se passe avec les grandes plateformes d'échange mondiales? On l'a vu, la plus grande au monde et la plus grande américaine. Qu'est-ce qui se passe et est-ce que ça va avoir des répercussions importantes pour l'industrie et l'environnement crypto? C'est sûr que ça a des répercussions puisqu'il y a déjà des clients qui s'en vont, donc du fait de l'incertitude de comment les affaires vont se conclure. Alors les affaires sont plus sérieuses contre Binance puisqu'il y a des histoires de fonds qui auraient été utilisés par Binance et puis Binance qui disait qu'il n'était pas relié à l'entité américaine et que finalement on aurait des preuves qu'en fait c'était directement lié. Enfin voilà, l'affaire est plus embêtante pour Binance, enfin plus sérieuse, et avec des implications qui peuvent être effectivement plus dommageables. Pour Coinbase, on est toujours sur l'histoire que comme en fait elle fait du trade d'actifs financiers, il faudrait qu'elle soit établie comme bourse. Voilà, ça on en revient toujours même. Alors il y en a certains qui disent oh bah oui, mais enfin quand même aujourd'hui dire ça alors qu'en 2019 ils ont été mis en bourse, c'est quand même culotté de se rendre compte au bout de 2 ans que finalement, enfin voilà, au bout de quelques années, bah finalement c'est une bourse, il aurait fallu qu'elle ait un autre statut. Alors bon, certains vous disent que c'est des cas différents qu'entre être coté en bourse, on ne regarde pas forcément l'activité. Bon bref, en tout cas je pense que là le régulateur américain clairement il a un déficit à rattraper avec l'affaire FTX. Ce déficit en termes de protection des investisseurs, et c'est pour ça qu'il court après ça, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que en forçant, si vraiment elle devait se transformer en bourse, donc prendre ce statut de bourse, eh bien effectivement, ils doivent effectivement ils ont des obligations légales qui font que ça protégerait l'investisseur. Donc là, clairement, on voit que Gary Gensler va essayer redorer son blason parce que il a mal géré, en tout cas. Il y a eu un truc avec FTX et qu'il est en déficit de crédibilité, clairement. Maintenant, il faut, ça s'inscrit toujours dans le même débat. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on lit un peu les avis de la presse internationale. On voit bien que ceux qui sont anti-crypto, donc en Angleterre comme aux États-Unis, disent eh bien non, nous on veut pas en fait que Gary Gensler continue à vouloir réguler parce qu'on veut que les cryptos meurent de leur belle mort. Hein. Cette chanson, on l'a déjà entendue. Et en fait, c'est la même chanson quand vous regardez certains analyses. En fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, on veut pas qu'elle soit régulée parce qu'on pense que qu'elles vont pas rester, ou alors les réguler comme à la mode anglaise que la proposition, justement sous forme de jeu, parce que de toute façon les cryptos c'est du wishful thinking, donc ça ne survivra pas, donc c'est pas la peine de rentrer dans ces considérations. Okay. Donc on voit qu'on a vraiment des comportements vis-à-vis de cette question qui sont très différents. Les enjeux, Stanislas, c'est la transparence, c'est la visibilité, c'est ça en fait? C'est surtout de faire montre, on va dire, d'une volonté politique retrouvée, là où avant on a laissé grandir le secteur, et c'est un peu dommage, enfin, pour les États-Unis, et tant mieux quelque part pour la France et l'Europe, sauf si par mimétisme on suit les États-Unis. C'est dommage quand même parce qu'ils ont un secteur qui était florissant avec du venture capital qui a financé les sociétés, une boîte comme Coinbase qui finalement est très belle. Après, Binance US est relativement petite sur
peut-être qu'il par des jeux comptables, ils ont aussi masqué une partie des parts de marché, donc c'est dommage pour eux. Et je trouve ça aussi dommageable de juger le secteur à l'aune de lois des années 1920-1930 qui ne sont pas adaptées au support technologique. C'est-à-dire que l'image d'Épinal qu'on a, nous, en tant que Français, c'est toujours de voir les Américains plus souples sur l'innovation. Et la résultante de tout ça, c'est de dire que finalement, avec notre système très latin, très romain, qu'en créant un cadre avant l'usage, on est en train de s'en sortir mieux que les Américains. Et après, oui, il faut distinguer, là je suis complètement d'accord avec Nathalie, il faut distinguer complètement Binance de Coinbase, parce que sur Binance, on parle même de pénal vis-à-vis du patron CZ, là où Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, n'est pas remis en cause. C'est juste le côté d'avoir listé des securities, donc des titres financiers non cotés. Et puis après, il y a plein de jeux politiques en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire que Binance, par exemple, a été attaqué dans un premier temps par la CFTC. Maintenant c'est la SEC, et il y a même un jeu entre la CFTC et la SEC pour savoir si c'est une commodité, dans ce cas c'est plutôt CFTC, si c'est un titre financier security, c'est la SEC, et ils sont en train de dire qu'il y a même des titres financiers qui peuvent être aussi des commodities. Donc en gros l'urgence elle est plutôt politique. C'est de définir un cadre, comme nous on a réussi à le faire en France avec la loi Pacte, puis au niveau européen avec MICA, sous la présidence française de l'Union européenne. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus partisan là-bas, et c'est dommageable. C'est ce qu'on disait avec Nathalie, c'est que la crypto finalement, et surtout Bitcoin, a fortiori, on peut, quelle que soit la chapelle idéologique, je veux dire des deux côtés plus ou moins radicales, on peut adhérer, ou du moins y trouver ce qui intéresse. D'un côté, ça peut être l'inclusivité, de l'autre, une contestation un peu du pouvoir centralisateur et créer une monnaie, j'allais dire privée, mais non, une monnaie publique un peu différente. Et le problème, c'est que ça devient tellement partisan aux États-Unis que ça a le risque de gâcher complètement une industrie. Ok, très clair. En fait, oui, tout à fait. Et là, on voit, d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Stanislas, parce qu'il y a encore un énième projet de loi qui doit être proposé, et clairement, effectivement, il y a les deux, il y a la SEC et la CFTC qui en fait, se sépareraient entre un qui, effectivement, régulerait ce qu'on définira comme des securities, donc avec le fameux référence au WE-test, et si c'est pas une security, ce serait donc une commodities, et ce serait donc la CFTC. Donc il y a aussi un jeu de pouvoir là, en fait, de démonstration de pouvoir, de t'as vu, moi je suis plus fort que toi, et voilà. Donc on ne sait pas, en fait, c'est un énième projet, on ne sait pas si ça va avancer. Peut-être que Gary Gensler, c'est une manière de dire, bon, maintenant vous allez peut-être pousser le projet pour qu'on clarifie les pouvoirs aussi. Ça peut être aussi la raison de son accélération. Oui, je pense que. C'est un peu de sa réserve. Récemment, à la télé, il explique qu'il comprend pas pourquoi on a besoin d'actifs digitaux et qu'il y en a un qui existe, ça s'appelle le dollar. C'est ça, un peu de sa réserve. Après, pour me faire l'avocat du diable quand même, il y a des critiques qui sont à entendre, notamment sur le fait que Coinbase ont dit oui, ils sont plus entrés en bourse, etc. À l'époque, il y avait 50 actifs, en l'occurrence 50 cryptos, maintenant il y en a 300. Et c'est vrai qu'il y a des sujets autour du choix, aujourd'hui très discrétionnaire, de choisir pourquoi lister telle crypto, avec de temps en temps des mouvements en amont un peu étranges. On a l'impression qu'il y a un peu de l'insider trading. Donc, ce qui est certain, c'est qu'avoir un cadre régulé, apporter un peu de clarté, c'est bien, mais c'est pas trop ce qui est en train d'être fait par Gary Gensler, quoi. Le risque, c'est de protéger le consommateur, et sur plein de sujets, on voit qu'en voulant le protéger, le diable est dans les détails, on les pousse peut-être vers des acteurs encore plus offshore. Donc il ne faut pas perdre non plus la finalité. La preuve, Coinbase va faire des actifs avec effet de levier, ils vont en Bermude. Tout à fait, oui. En fait, c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en cause. C'est pas parce qu'on va avoir un cadre que finalement ça va être régulé. Parce qu'il y a tellement de moyens de sortir de la régulation, et c'est pour ça que c'est très délicat comme sujet. Parce que de toute façon, ce n'est pas un sujet national, voilà, parce que par essence, les cryptos ne sont pas nationales, elles sont planétaires. Et c'est pas parce qu'une zone va réguler que du coup, il va se passer que de toute façon tout le monde va rentrer dans le rang. Non, mais donc ça peut attirer certains particuliers qui sont sortis des cryptos suite à l'effondrement des cryptos. Ça peut effectivement, comme souvent on le dit, ça stabilise le cadre législatif, et c'est vrai pour toute régulation. Donc il y en a qui vont préférer la stabilité parce qu'au moins ils peuvent se projeter, et donc on peut projeter des business models. C'est ça. Maintenant, est-ce que ce sera franchement l'Europe qui sera choisie? On n'en sait rien, parce qu'il y a d'autres, il y a Hong Kong, il y a Singapour, il y a la Suisse, il y en a plein d'autres. Donc on ne sait pas. Et puis aussi, ce qui est quand même souvent mis en avant, il y a quand même une petite limite, une petite réserve sur effectivement le coût d'entrée, en tout cas le coût négatif que ça portera à l'innovation frémissante, parce que de toute façon, en mettant une régulation, on augmente le coût d'entrée. Ça c'est indéniable. C'est mathématique. Vous avez dit que pour Binance,
les problèmes juridiques sont plus profonds, que c'est plus que ça va être probablement ça va durer plus longtemps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'existence éventuelle, de la fin de la Binance Smart Chain? Est-ce que c'est une probabilité d'une sortie éventuelle, qu'elle cesse d'être exploitée? Disons que c'est pas la blockchain la plus décentralisée, parce qu'il y a 21 validateurs qui gèrent la chaîne. Après, c'est pas tant un problème de blockchain que le jeton, la qualification du jeton. Parce que dans ces avis de la SEC, en l'occurrence, le BNB, si je dis pas de bêtises, est cité comme potentiel security, au même titre que Solana, Polygon, etc. La seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que Bitcoin n'est pas une security. Oui, c'est le seul en fait, où on a une certitude. Gros point d'interrogation sur LET, sur donc la crypto d'Ethereum, puisque un prédécesseur de Gary Gensler a dit que c'était pas le cas. Avec les évolutions techniques, est-ce que ça a changé? Il y a des gros doutes. Donc, je me fais pas trop de soucis pour la Binance Smart Chain. Après, je me fais des soucis pour la Binance Smart Chain sur d'autres sujets technologiques, sur la notion de scalabilité, comment on fait monter en grade et comment on peut faire plein de transactions, mais ça, c'est pas lié à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Ça peut pas prendre du retard, justement, ces avancées technologiques vont probablement prendre du retard, parce que de grosses amendes, du coup, potentiellement, sont des fonds qui seront pas alloués à la recherche et développement. Peut-être, mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'était Binance Smart Chain, et maintenant le BNB, ils disent plus que c'est lié à Binance, que c'est un projet communautaire, donc il y a un peu le doute. Mais j'ai envie de dire qu'il y a potentiellement le même doute sur ce que Coinbase est en train de faire avec leur chaîne qui s'appelle Base. Alors il n'y a pas de crypto qui est créé parce que je pense que chat échaudé craint l'eau froide, ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Mais au bout d'un moment, le régulateur pourrait même se poser la question du pourquoi une entreprise crée une chaîne relativement peu décentralisée, et il pourrait taper sur ce côté-là par le côté technique blockchain, ça c'est certain. Donc on s'inquiète ou pas alors pour l'industrie crypto en réalité? Non, la force des choses, c'est dans l'évolution normale. Elle est née sans régulation, elle va évoluer, elle va être réglementée. Elle a fait face à des interdictions multiples, elle continuera. Et puis il y a une pesanteur qui est assez claire, c'est que si le nombre d'adoptants et de détenteurs commence à grandir, ça redeviendra un enjeu politique en me disant je vais pas aller contre une classe d'âge plutôt jeune, c'est les moins de 35 ans. Nous, on a fait une étude avec Ipsos et Ladan, la moitié des détenteurs de crypto sont des moins de 35 ans, donc au bout d'un moment il y a un enjeu de conquête, notamment électorale, de cet électorat-là, ce qui explique que notamment, je dis que c'était partisan aux États-Unis, mais c'est très générationnel. C'est-à-dire qu'il y a une jeune base, notamment de démocrates, qui n'est pas aussi assertive sur cette classe d'actifs, parce qu'ils voient bien que c'est leurs électeurs en face. Mais est-ce qu'il faut attendre que ces jeunes classes arrivent au pouvoir, donc qu'elles y soient et dans les pouvoirs ayant des décisions et des importances sur les futurs, pour que les crypto-monnaies arrivent de nouveau à se développer? Est-ce que d'ici là, il n'y a pas une autre technologie qui va arriver, qui va prendre la place de la crypto? Est-ce que c'est pas trop tard en fait en réalité? Est-ce qu'on doit attendre que ces personnes de 30 ans arrivent au pouvoir à 60 ans à des postes décisionnaires et prennent des décisions qui vont dans le sens de la crypto? Ça reste en tout cas très local sur les États-Unis. Nous en France et en Europe, on a pour le coup un gouvernement qui est plutôt pro-crypto, avec Mika qui va plutôt dans le bon sens, quelques exceptions près, mais on ne va pas trop pinailler vu ce qui se passe aux États-Unis. Donc je veux dire, tant mieux pour l'Europe, on attire des acteurs, OKX, Circle, même Binance, qui viennent ici, ça crée des emplois. Moi je suis très heureux de voir de très bons cerveaux français rester en France. Pour le coup, et je pense que c'est bien idoine, on a besoin de mathématiciens, mathématiciennes, cryptographes, etc. Et on en forme plus tôt, ça peut rester en France. Donc il y a aussi un effet d'aubaine, je veux dire, dans toute crise il y a une opportunité, à nous de la saisir et de ne pas faire une erreur qu'on a pu souvent faire de mimétisme vis-à-vis des États-Unis. On l'a, l'adoption, même sur les autres pays européens, elle existe. Mika permet d'adresser 500 millions de consommateurs à peu près. On peut estimer vraisemblablement qu'il y a à peu près 10% de ces 500 millions qui détiennent aujourd'hui des cryptos. Enfin, ça fait un gros marché. 50 millions, c'est pas mal, ouais, effectivement. Oui, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Alors, dernièrement, on a vu que c'est la justice, le commissaire de justice à Paris qui font désormais usage de NFT. Donc, vous avez parlé de la loi Pacte qui a initié Mika. Est-ce que on peut considérer que la France est devenue la terre sainte des cryptos dans le monde, mais surtout en Europe plutôt? On a une avance, c'est-à-dire qu'en termes d'adoption, on est un peu en retard par rapport aux pays européens, mais on a une industrie qui vient en France et pas ailleurs. Donc ça, c'est pour le coup hyper positif. Donc vaut mieux aller dans ce sens-là et l'adoption arrivera après. Ça reste des classes d'actifs risquées. En France, on aime beaucoup l'immobilier, le livret A, peut-être un peu trop. Oui, on n'a pas un profil très crypto à la base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur français peut peser, notamment via l'ADAN, auprès des décideurs publics, parce que c'est plusieurs milliers d'emplois. Et c'est du rayonnement. La preuve avec le ministre qui accueille les acteurs étrangers, qui aussi met du soin pour permettre aux acteurs français de se développer, parce qu'il n'y a pas que les acteurs étrangers.
Et donc je vois ça plutôt positivement. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors il y a Hong Kong, Nathalie, en Asie, qui depuis le 1er juin pourrait faire place office de Terre Sainte sur la terre, sur le continent asiatique. Alors en fait ils ont adopté un principe de licence, donc c'est assez proche de ce qu'on fait avec MICA, avec certaines obligations, donc c'est assez similaire. Bon, c'est assez marrant de voir que c'est Hong Kong, on retrouve bien une espèce d'ambiguïté de la Chine, puisqu'en fait ils interdisent en Chine, mais bon, Hong Kong, ils ont rattrapé le retard en fait. Non, en fait ils laissent Hong Kong comme laboratoire à côté, mais en Chine, sur le mainland, c'est le pouvoir qui se saisit de tout, parce que parce que de toute façon, compris, justement, Hong Kong était finalement, ça laissait augurer du fait que la Chine allait moi j'y crois pas beaucoup. Je pense surtout que c'est un moyen de laisser un vivier, une espèce de soupape en fait à côté, qui est juste à côté, parce que apparemment le gouvernement chinois, c'est quand même lui qui est à l'origine des projets. Quand on regarde tout ce qui est NFT, tout ça c'est public. Exactement. Mais surtout Hong Kong a toujours été tourné vers l'Occident, et donc c'est un peu un sas entre le monde oriental et le monde occidental. Et après, il y a toute cette ambivalence que soulignait à juste titre Nathalie, c'est que les cryptos sont virtuellement interdits depuis 2019, notamment sur le minage de Bitcoin. Il y avait des petits barons locaux, et donc le pouvoir central, le PCC, avait dit on arrête tout. Et en réalité, le mining n'a jamais totalement quitté la Chine. C'est juste qu'ils se sont un peu plus masqués avec des VPN, etc. Donc il faudrait interdire complètement Internet, voire couper le courant dans les endroits pour que la crypto ne soit pas une alternative. Et je partage le même constat que Nathalie sur le fait que sur le mainland chinois, je vois mal quand même le PCC pousser Bitcoin complètement. Représentant une alternative, ça me paraît assez étonnant, quoi. Non, ça ne va pas dans leur génétique, avec une recentralisation en fait, du pouvoir. Et de toute façon, la Chine n'aime pas la finance, n'aime pas l'innovation financière. Tout ce qu'elle ne peut pas contrôler, en fait. Exactement, parce qu'en fait, elle voit que c'est quelque chose qu'elle a du mal à contrôler. Donc, elle veut bien être à l'origine des projets, donc parce qu'il y a quand même des innovations qui se font là-bas. Faut pas non plus, faut pas voir ça. Ils sont pas du tout arriérés, mais par contre, c'est contrôlé par le pouvoir central. Donc, c'est-à-dire le choix, c'est le pouvoir central qui le fait. Mais donc, est-ce que ça peut être synonyme d'explosion des cours ? On voit que là, les cours sont quand même mis sous pression par cet excès probable de régulation autour des cryptos aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait être un levier à la hausse ou pas, Hong Kong qui devient une place forte des cryptos ? C'est toujours difficile à dire, c'est qu'il y a plein de paramètres qui rentrent dans le profil offre et demande des cryptoactifs. Il y a un éventuel pivot de la Fed, l'inflation qui joue aussi, la corrélation avec d'autres marchés, classes d'actifs américains. En fait, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de variables que... Et même, il y a des facteurs exogènes, même des facteurs endogènes. Quand on regarde le profil aujourd'hui, Bitcoin ou l'Ether, il y a peu de vendeurs, il y a relativement peu de vendeurs, et parfois une offre qui se tarie. Donc c'est hyper dur en fait de prédire les cours. Et je ne serais pas ici si j'y arrivais. C'est super de le dire, non mais parce que... Et c'est surtout que, effectivement, la seule certitude, c'est qu'il y a une demande, en tout cas, ça c'est effectivement plus l'approche très économique du projet, mais je pense qu'il y a une vraie... le Bitcoin a vraiment été comblé une demande de la part de pays qui sont effectivement sous dictat, et c'est une échappée pour eux, donc ça va pas changer. C'est-à-dire que quand on est vénézuélien, argentin, au Libanais, le Bitcoin, c'est un moyen de s'extraire du pouvoir qui vraiment vient prendre les actifs, c'est-à-dire qu'il les bloque. Donc là, on a une vraie alternative au pouvoir, donc ça va pas s'en aller. Donc tant qu'il y a beaucoup de pays qui vont pas mal monétairement, qui vont mal monétairement, en fait, il y aura une demande, et la preuve en est que le cours du Bitcoin n'est jamais, vous regardez, il n'est jamais redescendu en dessous du cours auquel il a commencé à monter. C'est-à-dire que vous regardez à chaque fois qu'il a fait qu'il s'est emballé, en fait, vous regardez, il n'est jamais redescendu en dessous. Et ça, c'est dû en fait à une adoption par d'autres, parce qu'il représente une vraie alternative. Donc ça va pas changer. Maintenant, de savoir jusqu'où il va aller, c'est compliqué. Oui. Il y a des choses très simples, c'est qu'on peut imaginer que s'il y a 30 millions de personnes qui adoptent Bitcoin en plus, ça ne veut pas dire que le cours va monter. Exactement. Paradoxalement, l'adoption a progressé en 2022 en France sur le nombre de personnes qui détiennent des cryptos, et le prix a été, divisé par 3, mais il a perdu 60-70%. Donc pareil, c'est profil assez compliqué, et complètement d'accord avec Nathalie, c'est qu'il y a pléthore de situations. Nous, dans l'étude qu'on a faite, on voit qu'en France, c'est très lié à l'investissement, la volonté de faire des gains courts, moyen, long terme, comme toute classe
classes d'actifs, on investit pour gagner de l'argent, parce qu'on est plutôt bien bancarisé, en plus on a des fintechs, on peut envoyer des euros, et une inflation qui est importante, mais relativement aux pays qu'on a cités, Liban, Turquie, etc. On est bien heureux de vivre ici, je pense. Mais quand bien même, quand on voit qu'en Italie, par exemple, il y a 21% des personnes qui ont déjà eu de la crypto, ou en France c'est 11%, on voit qu'il y a aussi une notion très liée à l'Italie, entre la géographie, entre le nord et le sud, une défiance vis-à-vis de l'État, un rapport au cash qui est complètement différent, alors qu'on pourrait dire, bon, État latin, peur du risque, ils vont pas sur la crypto. Donc on voit qu'il y a des situations politiques vraiment différentes dans chaque pays et des rapports des gens différents. Ça peut être tantôt alternatif pour sauver sa vie. Roya Maboub qui quitte en l'occurrence l'Afghanistan, c'est un exemple un peu symbolique, mais qui dit ça a sauvé ma vie, Bitcoin, ça permet de sauver les femmes en l'occurrence du joug des hommes là-bas et des talibans. En France, c'est de l'investissement, c'est-à-dire pour faire de l'argent. Et donc il ne faut pas penser que en termes français ou européens. De toute façon, là, le rapport à la défiance de l'État, il est vraiment, ça c'est vraiment un marqueur du Bitcoin depuis longtemps. Il y a des études, il y a des études académiques et d'ailleurs aussi on y a contribué avec un de mes collègues. En fait, on montre bien que le marqueur quand même de Bitcoin, c'est l'alternative en fait au pouvoir. Donc effectivement, en France, on adore l'État, on trouve que l'État c'est génial. Enfin bon, de moins en moins. Oui, mais la majorité quand même, on a une grande confiance. L'État paternaliste est quand même très établi en France. L'Italie, c'est l'opposé. L'Italie s'est construit sur une défiance de l'État. C'est-à-dire que dans les pays scandinaves, le Bitcoin ne fonctionne pas, prend pas, du coup. Mais on n'a pas fait sur les pays scandinaves. Nous, on s'est arrêté Royaume-Uni et Pays-Bas. Où là, pour le coup, ça a plutôt bien pris. Ok, c'est marrant, mais effectivement, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Vous reviendrez pour nous parler de tout ça parce que le temps avance. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quand même, en réalité, c'est l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Est-ce que c'est un mariage qui peut avoir du sens, un partenariat qui pourrait avoir du sens? Depuis le lancement de ChatGPT, l'intelligence artificielle est de tous les dossiers, dans toutes les bouches de qui que ce soit, investisseurs comme grand public. Stanislas, est-ce que... et pourtant, alors Coinbase, comme je le disais en introduction, Coinbase estime que moins de 1% des projets crypto sont dédiés ou s'appuient sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut évoluer selon vous, Stanislas? Je me méfie un peu de l'intersection entre deux buzzwords, crypto et Bitcoin. C'était très hype, si je puis dire, il y a 2 ans. Maintenant, c'est l'IA générative qui crève l'écran et donc tous les budgets VC, même des corporates, vont vers là. Il peut y avoir une intersection, c'est-à-dire que ça peut aider les développeurs à peut-être faire moins d'erreurs dans le code, à aller un peu plus loin, ça peut être le genre de choses. Il y a quelques acteurs crypto qui investissent dans cette direction-là, notamment sur la partie un peu gestion des algorithmes pour faire en sorte qu'il y ait une gestion financière, de rebalancer des indices, de faire du trading, pas encore des choses probantes, mais en tout cas il y a de l'investissement dans ce domaine. Donc il peut y avoir des cas d'usage, mais il ne faut pas penser que 2 révolutions entre guillemets comme ça qui se cumulent fait tout de suite du moins quelque chose d'assez détonnant. Faut que les technologies se développent dans leur côté, dans leur coin en fait en réalité, et ensuite qu'elles arrivent à voir si exactement. C'est-à-dire que je vois bien où ChatGPT notamment et les concurrents peuvent nous amener sur la manière dont on travaille au quotidien, corriger des textes, etc. Mais pour l'instant, force est de constater que l'innovation ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas forcément l'effet cliqué, mais ChatGPT, ça existe depuis maintenant 7-8 mois. Ça n'a pas encore révolutionné la manière dont on le dit. Donc un peu de patience et on verra ce qui va sortira. C'est un peu tôt, d'accord, pour commencer à lancer des idées sur ce rapprochement. Nathalie, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Je pense que c'est, comme ça a bien dit, je pense que c'est vraiment le mot, c'est le buzzword. Donc c'est tout tourne autour de l'intelligence artificielle. Et effectivement, on voit bien que, vous voyez, les liquidités s'étaient engouffrées sur les cryptos. Aujourd'hui, les liquidités s'engouffrent sur l'IA. Il y en a d'ailleurs qui font un rapprochement, qui disent que c'est à cause notamment aussi de ce qui s'est passé sur les banques et du coup de la remise de liquidités sur le marché. Qu'en fait, ça aussi, ça irrigue et ça profite du coup à l'IA plus, parce qu'en fait, du coup, on voit que aujourd'hui, c'est plus l'IA qui remporte sur les cryptos. Donc, il y a moins de fonds qui vont sur les cryptos, il y a plus de fonds qui vont sur l'IA. Bon, voilà, c'est après la combinaison des deux. Voilà, pourquoi pas. Effectivement, on peut comprendre. On peut comprendre que quand on fait des portefeuilles d'investissement crypto, oui, ça peut sans doute qu'au même titre que ça aide des portefeuilles d'investissement classiques, ça peut aider des portefeuilles d'investissement crypto. Mais bon, après, moi, je ne suis pas du tout développeur. Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'ai pas cette expertise. Mais bon, voilà, peut-être qu'effectivement, il y a des ponts communs que l'un peut venir aider l'autre. Mais voilà. L'IA fonctionne beaucoup sur la collecte de données, de données personnelles.
est-ce qu'on peut imaginer que la blockchain, qui elle permet de sécuriser en fait cette collecte de données, puisse apporter son savoir-faire à l'intelligence artificielle justement. Non, mais dans ce cas-là, on serait sur un business model où on payerait en crypto l'accès à des données, mais en soi, c'est juste une manière de payer. On pourrait utiliser dollars, euros, et on utiliserait même un stablecoin, pourquoi pas, mais ça c'est pas ce qui changerait la donne, à vrai dire. Je pense que l'innovation par ce biais-là est marginale, ça veut pas dire qu'elle est inintéressante. Oui, bien sûr, mais ok. Du coup, pour l'instant, en fait, on ne sait pas vraiment, voilà, on est plus sur des tendances, plus que je dirais des synergies de technologies qui ont du sens. Mais qui paradoxalement, cette tendance et cette effervescence permettent de financer donc au capital des entreprises, il en restera sans doute quelque chose. Donc c'est un peu de sagesse qu'on a, mais on sera très curieux de voir ce que ça va donner. Il en restera toujours quelque chose. Je veux dire, même la hype sur les cryptos, il y a des boîtes qui construisent, qui vont peut-être pivoter et faire trouver la bonne chose à faire. Donc il en restera forcément quelque chose, ça c'est certain. Une dernière question sur le financement des sociétés crypto. On a vu que 2022, ça a vraiment été une annus horribilis pour tout l'univers entier, toute l'industrie crypto-monnaie. Du coup, il y a pas mal de projets d'introduction en bourse via des SPACs. Les SPACs sont des espèces de sociétés un peu blanches, fantômes, dans lesquelles, qui permettent d'investir un peu n'importe où on veut. C'est une enveloppe, en gros. C'est un chèque cadeau qu'on donne à quelqu'un. En fait, c'est une réputation. On donne ses fonds à quelqu'un qui a une réputation pour qu'il investisse. Qu'il investisse n'importe où. Il y a des projets SPAC, et notamment c'est Coinbase qui devait rentrer en bourse via une SPAC, qui a finalement renoncé à son projet en 2022. Je pense que le projet Circle plutôt, non Circle, pardon. Circle, c'est Circle, exactement. Pardon, c'est Circle. Je pense pas qu'en 2023 ce projet va être de nouveau posé sur la table, mais en tout cas, ça laisse supposer que, cette technique de financement pourrait de nouveau voir le jour, être au goût du jour en 2023. C'est quelque chose que vous pensez, vous, chez KPMG? Alors peut-être sur 2023-2024, mais ça dépend du marché tout simplement. C'est-à-dire que la crypto s'engouffrera dans le véhicule SPAC s'il y a de la demande et s'il y a du financement par ce biais-là. Ce qui semble pas être trop le cas, ça c'est bien terni comme tu Alors 2022, ouais, c'est sûr, mais est-ce que 2023, justement, avec cette réglementation, notamment en Europe, qui pourrait faire, alors notamment rassurer les investisseurs particuliers, mais on voit aussi que tous les institutionnels goûtent particulièrement cette évolution réglementaire. Surtout aux États-Unis, les SPAC, et un peu moins en Europe. Non, il y a quand même une appétence au risque qui est moindre. Et puis si les taux d'intérêt restent là où ils sont, honnêtement, pour les gens qui n'ont pas d'appétence au risque, honnêtement, il vaut mieux acheter des obligations américaines, ils vont pas aller, du trésor américain. La question, elle est là. C'est l'arbitrage entre les niveaux de rendement. Il faut quand même pas oublier ce qui a été dit et souvent très vite oublié, c'est que la vague crypto, elle est vraiment liée au taux négatif, au fait que ça faisait des années qu'on était en taux négatif. Il y avait la crypto qui a émergé et on a déversé les liquidités. Il fallait une alternative. C'était une alternative. Comme souvent, il y a eu une bulle sur ce secteur. Voilà. Le rapport au risque est un peu changé. Voilà. Notamment. Exactement. C'est sûr. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Encore une fois, une émission dense, riche et passionnante. Je rappelle que j'étais accompagné de Nathalie Janson. Nathalie qui est professeure associée à Nemo Avicenu et spécialiste des questions de politique monétaire et de crypto-monnaie. Et de Stanislas Barthélémy. Stanislas qui est, vous travaillez chez KPMG, vous êtes manager crypto et Web3, c'est ça? C'est ça. Parfait, super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et nous, écoutez, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de notre Flash Crypto. Très bonne journée sur Téléfinance.